Et surtout, comment la vie a-t-elle évolué sur notre planète? Cette question existentielle, que l'on se pose tous un jour, anime les communautés scientifiques de la Terre entière. Pour tenter d'y répondre, les paléontologues n'ont d'autre choix que de mettre à nu des fossiles et de les étudier longuement afin de pouvoir les dater et exploiter les nombreuses données recueillies. Si certaines périodes de l'histoire de notre lointain passé commencent à délivrer quelques pistes, l'une d'entre elles se démarque de toutes les autres, tant elle semble exceptionnelle. Nous allons nous intéresser de très près à l'une des plus célèbres et des plus importantes ères de l'histoire de la Terre, et notamment de la vie. Il s'agit de la période du Cambrien. Cette phase de l'histoire marque l'apparition des premiers ancêtres du monde végétal, mais surtout représente l'aube de l'ère paléozoïque, avec la survenue d'êtres vivants qui existent encore de nos jours. Transportés à plus de 500 millions d'années dans le passé, notre voyage à travers le temps nous conduit à une époque où les terres n'étaient que roches et désolation, mais où les océans étaient peuplés de créatures hallucinantes. Cette période de l'histoire de la Terre a vu apparaître soudainement presque toutes les formes majeures de la vie animale, et ce, sur une courte période qui aurait duré environ 25 millions d'années. Cette explosion de vie a été nommée par les scientifiques l'explosion cambrienne. Cet événement unique sur l'échelle du temps a donc été d'une importance capitale pour la survenue et le développement de la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Chers voyageurs, bien le bonjour. Nous nous apprêtons à réaliser un voyage dans un passé extrêmement éloigné, où la vie n'en était qu'à ses balbutiements. Grâce à l'étude de nombreux fossiles, nous allons être en mesure de remonter le temps. Dans des environnements surprenants, nous rencontrerons d'étranges créatures énigmatiques qui, bien qu'elles aient réellement existé, se sont éteintes sans laisser de traces, ou presque. Mais avant de commencer notre aventure temporelle, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! Plus de 3,9 milliards d'années se sont écoulées depuis la formation de la planète Terre. La phase précambrienne, qui regroupe successivement l'éon adéen, l'éon archéen et l'éon protorozoïque par la constitution des océans, le refroidissement de la Terre, ainsi que la solidification de sa croûte terrestre. Puis, la formation des continents Columbia et Rodinia. Mais elle a également été témoin de l'apparition de la vie sous la forme de bactéries, puis, plus tardivement, durant l'ère néoprotéro, de l'apparition de la faune marine de l'Édiacarien, avec des organismes archaïques, mais surtout les métazoaires bilatériens. Le Cambrien succède donc à cette première et longue période de près de 4 milliards d'années. Il s'agit de la première ère d'une longue série qui compose l'éon panérozoïque, qui lui s'étend jusqu'à nos jours, lui-même étant découpé en 4 sous-catégories. La première correspond à l'éon paléozéique ou ère primaire, qui débute par le Cambrien. La seconde sous-catégorie est l'éon mésozoïque ou ère secondaire. Puis s'ensuivent l'ère tertiaire et enfin l'ère quaternaire, rassemblées sous l'éon cénozoïque, qui verront l'apparition des premiers primates, jusqu'à l'évolution de nombreuses espèces, telles que nous les connaissons aujourd'hui. Mais revenons à la période qui nous intéresse, à savoir le point de départ de l'ère paléozoïque, la période cambrienne. Cette dernière, qui s'étend de moins 541 à moins 485 millions d'années, est la plus ancienne des 6 périodes du Paléozoïque. Que s'est-il passé durant ces 56 millions d'années pour que cette période marque un tournant décisif, jusqu'à être définie
comme le point de départ d'une nouvelle et l'une des plus grandes divisions des temps géologiques, à savoir l'éon phanérozoïque. Pour commencer, intéressons-nous à l'étymologie du mot cambrien. Ce terme a été introduit en 1935 par Adam Sedgwick, un géologue britannique considéré comme l'un des fondateurs de la géologie moderne. Le nom cambrien est un dérivé de Cambria, qui n'est autre que le nom latin du pays de Galles. S'il a été choisi, c'est parce que cette région du globe possède de nombreux sites où des stigmates de la période en question ont été identifiés pour la première fois. Grâce à la stratigraphie, cette science de la Terre qui étudie des différentes couches géologiques ou strates successives, les géologues se sont accordés à découper le Cambrien en 4 subdivisions géologiques, cumulant elles-mêmes 10 étages successifs. Ainsi, la période cambrienne couvre l'époque du Terneuvien, allant de moins 541 à moins 521 millions d'années, et de la série 2 de moins 521 à moins 509 millions d'années. Le Terneuvien représente à lui seul plus du tiers du Cambrien en termes de durée. Ces 2 premières époques sont également connues comme le Cambrien inférieur et le Géorgien. Elles regroupent l'étage fortunien ainsi que les étages 2, 3 et 4. La base du Cambrien est marquée par l'apparition de la trace fossile Treptichnus pedum. Il s'agit de traces fossiles complexes de terriers qui sont retrouvées dans les sédiments de fond de mer un peu partout sur la planète. Les Treptichnus pedum correspondent donc à des stigmates d'activité animale sur les fonds marins lors de leur déplacement et de leur recherche de nourriture. Malheureusement, aucun fossile de ces animaux en question n'a été retrouvé dans les sédiments étudiés. Le mystère demeure, d'autant que les organismes responsables de ces terriers ramifiés et sinueux s'avèrent bien plus complexes que les animaux de la faune d'Ediacara qui ont existé juste avant. Les étages 2, 3 et 4 sont marqués respectivement par l'apparition des archéocyates, ces premiers métazoaires constructeurs de récifs, et des Small Shellyphoceans, qui sont des microfossiles coquilliers de métazoïres représentés par les éponges, les mollusques, les annélides, les lobopodes et d'autres formes qui semblent n'appartenir à aucun phylum actuel. Les trilobites font également leur apparition durant cette période. Vient ensuite l'époque du Miaulingien, de moins 509 à moins 497 millions d'années, qui rassemble 3 étages supplémentaires à lui seul. L'étage Wullien, l'étage Drumien, puis l'étage Gunzangien. Durant cette période, les variétés de trilobites se multiplient intensément. Des traces de l'Oryctocephalus indicus sont retrouvées dans la province de Ginzu, en Chine, ainsi qu'au Nevada. Plus tard apparaît le Ptychaniotus atavus, cette espèce aujourd'hui éteinte de trilobites. Des spécimens ont été retrouvés dans l'ouest de l'Utah. La base du 7e étage nommé Gunzangien est définie par l'apparition du trilobite Lejopige levigata, découvert dans le nord-ouest de Hunan, en Chine. Enfin, la dernière époque du Cambrien s'étale de moins 497 à moins 485 millions d'années et comprend les étages Paibien, Yangshanien et pour finir l'étage 10, qui sert de base à la période succédant à celle du Cambrien, l'Ordovicien. De nouvelles espèces de trilobites continuent de surgir durant cette période. Mais c'est l'apparition du conodonte Lapetognathus fluctivagus qui marquera la limite supérieure du Cambrien. Cet animal préhistorique a la particularité de posséder des dents en forme de cône, comme l'indique son nom, composé des mots dents et cône, en termes latins.
Mais à quoi pouvait bien ressembler la planète de la période du Cambrien, qui marque le début du Paléozoïque inférieur? Durant l'éon précambrien, Rodinia était un méga-continent qui rassemblait toutes les masses continentales. Sous l'effet de la tectonique des plaques, il s'est peu à peu fragmenté. Les morceaux de croûte continentale ont alors commencé de partir à la dérive, à travers les immensités océaniques. Peu avant l'époque du Cambrien, deux nouveaux continents sont ainsi apparus. Laurentia, le plus gros des deux, forme une bonne partie de l'Amérique du Nord que nous connaissons aujourd'hui, la Floride en moins, ainsi que le Groenland et l'Écosse. Le second, moins important, correspond au bouclier sibérien. Au début du Cambrien, un troisième morceau de Rodinia s'est détaché. Alors nommé Baltica, il a donné naissance à la Russie, la Pologne, la Scandinavie et le nord de l'Allemagne actuelle. Le continent Rodinia, ainsi amputé, a été rebaptisé Gondwana. Toutefois, d'une étendue immense, il englobait encore l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, l'Antarctique, le sud de l'Europe et enfin la Chine. Au fur et à mesure que les trois petites masses continentales nouvellement formées, à savoir Laurentia, Sibéria et Baltica, sont apparues, elles ont été soumises à l'effet de la tectonique des plaques. Elles bougeaient, se rapprochant ou s'éloignant les unes des autres. Des océans se formaient, tandis que d'autres se refermaient. L'océan Iapetus s'est ainsi ouvert entre Laurentia et Gondwana lors de la rupture du supercontinent Rodinia. Durant des millions d'années, ce paléo-océan s'est lentement étendu dans l'hémisphère sud grâce à l'étalement des fonds océaniques en lien avec une dorsale médio-océanique située entre les deux continents. Près d'une cinquantaine de millions d'années après l'ouverture de l'océan Iapetus à la fin du Cambrien, un nouvel événement a modifié progressivement cette partie du globe, inversant le processus d'ouverture. Une zone de subduction située au sud de Laurentia par le glissement d'une plaque lithosphérique océanique sous une autre plaque a créé un arc volcanique insulaire. Ainsi, les dégorgements volcaniques provenant de l'arc insulaire se sont longuement mêlés aux grandes épaisseurs de sable et de boue qui s'accumulaient déjà entre le continent Laurentia et cet espace criblé d'îles volcaniques. Les sédiments se sont alors accumulés dans cette zone, menant quelques 20 millions d'années plus tard au Silurien, à la fermeture de cet océan. D'autant que de petites masses continentales, également désolidarisées du grand continent Gondwana, glissaient vers le nord. Ces circonstances réunies ont conduit à la fermeture progressus de l'Iapetus. Alors que l'arc volcanique insulaire se rapprochait de Laurentia, il a fini par entrer en collision avec la marge continentale, jusqu'à entamer le long processus de fabrication d'une chaîne de montagnes, prémisse de l'orogénèse calédonienne qui donnera naissance bien plus tard aux Appalaches en Amérique du Nord et aux chaînes d'Écosse et de Scandinavie. Le Cambrien a débuté alors que s'achevait la dernière période glaciaire du Protérozoïque, la glaciation Gasquiers. Un réchauffement progressif et continu du climat a permis d'atteindre des températures moyennes largement supérieures à celles que nous connaissons aujourd'hui. Mais les continents ainsi formés étaient-ils pour autant propices au développement d'une quelconque forme de vie ? Bien que le climat semblât favorable, avec des températures moyennes du globe estimées à 25 degrés Celsius, les continents, qui occupaient alors principalement les zones équatoriales, étaient néanmoins, contrairement aux océans, vierges de tout signe de vie. Cependant, grâce aux cyanobactéries, ces premières algues qui sont apparues et qui ont joué un rôle crucial sur Terre, la grande oxygénation de la planète s'est produite, ouvrant le champ des possibles.
Laurentia, Siberia et Baltica jouissaient donc d'un climat tropical. Gondwana, située près de la zone polaire, subissait des températures relativement froides, sans pour autant être confrontée à une couverture terrestre composée de glace. La zone intertropicale, quant à elle, était plus aride. L'atmosphère renfermait 20% d'oxygène et 0,5% de dioxyde de carbone. Mais la couche d'ozone était bien trop mince pour protéger les continents en surface. Relativement exposés au rayonnement ultraviolet, ces derniers n'ont de ce fait pas pu abriter la moindre forme de vie. Sans aucune couverture végétale, les continents présentaient des surfaces totalement dénudées, désertiques et arides. Seuls les mouvements des plaques tectoniques et l'érosion intense finissaient par modifier l'aspect de ces terres formées de pics rocheux ou de plaines stériles et crevassées. En revanche, les océans peu profonds ont pu largement bénéficier de ces conditions pour y développer la vie déjà présente, grâce à leurs eaux chaudes. Au début de la période, seuls des organismes unicellulaires, puis pluricellulaires, peuplaient l'espace sous-marin. Ainsi, on y retrouvait des prokaryotes, ces micro-organismes unicellulaires dépourvus de noyaux et de membres nucléaires, comme les bactéries et les archées. Puis sont venus s'ajouter aux nombreuses cyanobactéries les eucaryotes, qui avaient fait leur apparition lors de l'éon protérozoïque. Mais nous verrons un peu plus loin comment les conditions climatiques ont joué un rôle majeur dans l'évolution de ces espèces durant les 56 millions d'années qui composent la période du Cambrien. Il y a quelques 600 millions d'années, vers la fin de l'éon protérozoïque, juste avant l'ère cambrienne, la faune d'Ediacara, qui était composée d'organismes à corps mou en forme de feuilles ou de tubes, s'est développée, et ce, durant près de 56 millions d'années, avant de disparaître brutalement. Les raisons de cette brutale disparition restent encore à ce jour un mystère non élucidé. Toutefois, des traces de cette faune ont été retrouvées sur toute la surface du globe. Elle était composée de représentants primitifs de groupes plus jeunes, dont essentiellement l'embranchement des cnidaires, c'est-à-dire les coraux mous et médusoïdes, des annélides correspondant aux vers segmentés et des arthropodes. L'un des rares rescapés de cette courte période que nous connaissons est la méduse. Mais l'événement qui va se produire par la suite sera d'une telle importance qu'il marquera le début d'une ère nouvelle, celle du Cambrien. Le Cambrien est l'ère qui marque le début des temps fossilifères. À la suite de la dernière glaciation du Protérozoïque, la planète connaît une transmutation. Les températures sont beaucoup plus clémentes et une extension des mers épicontinentales sans commune mesure permet à la vie sous-marine de se développer à un rythme encore jamais vu, mais pas seulement en termes de quantité. À l'échelle des temps géologiques, on note l'apparition de nouvelles anatomies de façon si importante que l'on parle d'explosion cambrienne. Il s'agit du premier événement évolutif de ce type qui marque un tournant décisif dans l'évolution de la vie sur Terre. D'ailleurs, certains auteurs lui confèrent le nom de Big Bang zoologique. Durant cette période, qui s'est écoulée entre moins 541 et moins 505 millions d'années, sont apparus la plupart des grands embranchements actuels de métazoaires. Si certains de ces animaux pluricellulaires ont disparu entre-temps, cette explosion cambrienne a été l'initiatrice d'une grande diversification des classes et des espèces animales, végétales et bactériennes. Les organismes vivants vont acquérir des coquilles, des carapaces, voire des squelettes, qui vont ainsi pouvoir laisser leurs empreintes dans les fossiles. S'il s'agit en grande partie d'animaux à corps mou, comme des vers ou des éponges, les premiers arthropodes, ces lointains ancêtres des crustacés et insectes, font leur apparition.
On retrouve également des traces des futurs céphalopodes, dont la pieuvre fait partie. L'émergence rapide de nouvelles variétés d'animaux, et particulièrement les bilatériens, a rendu les écosystèmes beaucoup plus complexes qu'ils ne l'étaient auparavant, n'étant alors peuplés que d'organismes relativement simples, comme en témoigne la population datant de l'Édiacarien. Des interactions écologiques totalement novatrices, comme la prédation par exemple, ont fait leur apparition dans de nouveaux milieux et habitats marins. Certaines espèces dites benthiques vivaient sur le fond marin, voire dans le sédiment le recouvrant. D'autres, en revanche, évoluaient dans le milieu aquatique. On parle alors d'animaux nectoniques. Les causes de l'explosion cambrienne ne sont toujours pas réellement connues. Toutefois, plusieurs hypothèses sont envisagées, voire associées les unes aux autres. La première repose sur un accroissement de l'oxygène dissous dans les océans à la suite de la fin de la dernière période de glaciation. Peut-être y a-t-il eu également une augmentation de la production d'ions phosphate et de nitrate, essentiels pour la production primaire photosynthétique et permettant le développement du phytoplancton, ainsi que la minéralisation des parties dures comme les coquilles et les sclérites. Des changements dans la chaîne alimentaire induisant une compétition entre proies et prédateurs peuvent avoir favorisé des mécanismes de coévolution entre différentes espèces. De ce fait, de nouvelles stratégies de défense devenant vitales, comme les carapaces, les coquilles et les épines, se seraient développées, offrant une protection primordiale contre les prédateurs, eux-mêmes enfin dotés d'éléments visuels. Et puis, on peut aussi se demander si de petites modifications génétiques n'ont pas eu lieu accidentellement lors du développement au stade embryonnaire de certaines espèces. Tu t'interroges probablement, et à juste titre, sur les preuves qui ont pu être retrouvées de cette période. Il est effectivement légitime de se demander comment on peut découvrir des traces fossilisées de ces micro-organismes, qui plus est, vivaient exclusivement dans les fonds marins. S'il est déjà laborieux de mettre à la lumière du jour les restes fossilisés de dinosaures apparus près de 300 millions d'années plus tard, quels stigmates sont alors exploitables? Par chance, une bonne partie des hauts fonds marins de l'océan Lapétus a été préservée. Du fait de la tectonique des plaques qui a sans cesse modelé la croûte terrestre, des surfaces alors situées dans les profondeurs océaniques ont été surélevées, jusqu'à se retrouver à flanc de montagne. Cette explosion de vie a laissé de nombreux fossiles que l'on découvre un peu partout sur le globe. On retrouve ainsi des traces de la période du Cambrien dans le monde entier et sur tous les continents. Mais les connaissances actuelles sur la vie durant le Cambrien reposent sur l'étude des Lagerstätte, ces lieux de stockage encore disponibles, où les paléontologues poursuivent leurs recherches. Le Cambrien est également bien représenté en France. Des fossiles en nombre ont été découverts dans le sud-ouest du Massif central, plus exactement dans la Montagne Noire, mais aussi dans les Pyrénées, en Normandie, dans les Cévennes, dans de petits affleurements situés dans les pays de la Loire et enfin dans les Ardennes. La découverte des premiers fossiles datant du Cambrien en France remonte à 1888. Des débris de trilobites ont alors été identifiés dans la Montagne Noire, où la stratigraphie s'est avérée par la suite particulièrement représentative de l'ère du Cambrien. Parmi les lieux-dits de stockage les plus notables de la planète, les schistes de Burgess sont fabuleux. Découvert le 30 août 1909 par le paléontologue Charles Doolittle Walcott, il se situe à proximité du mont Burgess, dans les hauteurs des Rocheuses canadiennes, en plein cœur du parc national Yoho. Il s'agit d'un dépôt de schiste noir, où des fossiles, vieux d'environ 505 millions d'années pour la majorité, témoignent de la fin de l'explosion cambrienne.
Le schiste est un type de roche sédimentaire composé d'argile et de limon. Souvent très friables, ces roches laissent alors apparaître au grand jour les restes fossilisés de créatures surprenantes, voire déconcertantes. Comme nous l'avons noté auparavant, la montagne des Rocheuses canadiennes était auparavant un fond marin de l'océan Iapetus. Des sédiments se sont déposés dans les eaux profondes sous la forme de coulées de boue, capturant ainsi les animaux présents dans cette zone. La rareté de l'oxygène ayant ralenti leur décomposition, ils se sont donc transformés au fil du temps en fossiles noirs et filiformes. Les éléments squelettiques de la période cambrienne sont généralement de petites dimensions. Ils proviennent de la faune à petites coquilles. Différentes parties de squelettes minéralisés sont étudiées telles des sclérites, cette partie calcaire incluse dans les tissus de certains coraux, des spicules, ces constituants calcaires ou silicieux formant le squelette des éponges, des tubes ou encore des coquilles. Ces éléments devaient probablement appartenir à plusieurs types d'animaux bien différents les uns des autres. Mais ce qui est le plus remarquable concernant la faune de Burgess, c'est de constater l'apparition d'organes internes et externes spécifiques. Les animaux étaient enfin dotés de pattes, d'attributs dédiés à la vue, d'appareils buccales, de systèmes digestifs, d'antennes et de bien d'autres spécificités. À ce jour, près de 150 espèces d'animaux, d'algues et de bactéries ont été recensées dans la carrière de Walcott. Des milliers de spécimens sont répartis en plusieurs collections qui permettent aux scientifiques d'étudier l'écosystème dans son ensemble. Des statistiques quantitatives sont pour la première fois réalisables du fait de la quantité suffisante de fossiles. Les chercheurs estiment que près de 98% des fossiles de ce site sont ceux d'organismes à corps mou. C'est, du fait des conditions de conservation uniques de ce site, ce qui le rend exceptionnel. En effet, dans la plupart des gisements marins typiques au Cambrien, et ceux dans le monde entier, ce type de fossile est absent. Non pas qu'il n'y ait pas été présent, mais parce qu'ils n'ont pas eu de conditions favorables à leur bonne conservation. La communauté de Burgess est essentiellement composée d'animaux. Quelques espèces d'algues vertes et d'algues rouges ont été recensées, ainsi que des colonies microbiennes. Mais le groupe les plus représentatifs de ce nouvel environnement sont sans aucun doute les arthropodes, ces petits animaux à pattes articulées qui muent, et les porifères, c'est-à-dire les éponges. Sans plus tarder, faisons le tour des espèces qui peuplaient ce paléo-océan, alors nommé Iapetus. Commençons par les animaux les plus répandus, les benthiques, autrement dit, ceux vivant dans ou à proximité des fonds marins. Le Canadaspis perfecta est l'un des ancêtres des arthropodes que l'on retrouve aujourd'hui sous la forme de crustacés, d'insectes ou d'arachnides. Ce spécimen, qui a également laissé des traces en Chine, mesurait de 8 à 52 mm de longueur. Son corps était particulièrement recouvert par une carapace et se terminait par une queue segmentée dont l'extrémité était dotée d'un telson, lui-même muni d'une double projection épineuse dirigée vers l'arrière. Sa carapace bivalve était surmontée de 2 yeux entre lesquels débutait une colonne vertébrale. Il était équipé d'une paire d'antennes courtes et une autre paire plus longue, dont la fonction était probablement olfactive. 2 paires de pattes étaient situées au niveau de sa tête, toutes équipées d'une griffe terminale. Plus d'une douzaine de segments composaient son corps. La partie thoracique était munie de 8 paires de pattes birames associées, pareillement porteuses de griffes, tandis que son abdomen postérieur en était démuni. Des pattes, ou appendices, sont dits biramés lorsqu'ils sont pourvus à la fois de branchies et d'appendices locomoteurs.
Le Canadaspis perfecta se déplaçait sur le fond marin en marchant et remuait la boue avec ses pattes pour trouver sa nourriture. Une fois celle-ci dénichée, il utilisait sa paire de mandibules et de maxilles pour s'alimenter. Parmi les animaux peuplant les fonds marins, de nombreuses espèces, au corps allongé et ressemblant à nos vers d'aujourd'hui, vivaient sur le fond ou dans le sédiment qui le tapissait. D'autres avaient une morphologie particulière, leur permettant de nager activement. Ces animaux longilignes font partie de la catégorie des annélides. 5 espèces ont été répertoriées dans les schistes de Burgess, dont le Peronochaeta, qui préférait l'environnement des sédiments, et le Canadia spinosa, qui lui nageait au gré des courants marins. Voyons à quoi ressemblait le Canadia spinosa. Ce ver annélide mesurait en moyenne 3 cm de long et pouvait atteindre jusqu'à 4,5 cm de longueur. La principale caractéristique de cet animal, ce sont les nombreuses soies rigides qui s'étendent de ses branches dorsales, et ce, tout le long de son dos. Cette caractéristique est typique des vers polychètes. Sur leur structure segmentée bien spécifique, chaque segment porte une paire d'appendices latéraux qui sont bien visibles, appelés parapodes, leur servant principalement à la locomotion. Sur ces parapodes, des touffes d'un nombre variable de soies, les chètes, facilitent leur mouvement dans l'environnement aquatique. Le Peronochaeta, quant à lui, préférait le contact avec les sédiments. Ce minuscule ver à poils filiforme tient son nom au mot grec péron, qui signifie aiguille, et keit, qui veut dire longue chevelure, en référence aux soies qui l'habillent. Ce ver atteignait entre 1 à 2 cm de longueur, avec un corps ne faisant qu'1 mm de large, sans les soies. Son corps comptait environ 25 segments, chacun doté d'une paire de parapodes. Cet animal carnivore, voire détritivore, possédait un intestin droit qui parcourait l'intégralité de son corps. Sa région céphalique était munie d'une paire de tentacules. Ce ver était endobenthique et épibenthique, ce qui signifie qu'il pouvait se mouvoir aussi bien sur les sédiments qu'à l'intérieur. Ces soies, très utiles pour ses déplacements, devaient probablement l'aider à s'enfouir dans les sédiments, aussi bien pour se cacher que pour chercher sa nourriture. Mais un ver bien plus grand a été découvert dans l'étonnante faune de Burgess. Un ver qui s'est avéré être un prédateur redoutable durant la période du Cambrien. Considéré comme un monstre, il mesurait 11 cm et sa large tête était bordée de 50 crochets. Surnommé ver sagittaire du fait de sa forme ressemblant à une flèche, il est décrit comme étant un chétoniate. Ce nom chétoniate signifie chevelure mâchoire. En effet, ce sont ces nombreux crochets mobiles qui lui permettaient de capturer ses proies. Ce ver est considéré comme un embranchement de prédateurs marins. Encore aujourd'hui, ce type de ver est présent dans toutes les mers. S'il n'a pas vraiment changé, en revanche, il ne mesure souvent que quelques millimètres. Pourtant, blotti au sein du plancton, il se comporte de la même manière qu'un redoutable prédateur, ses crochets faisant de nombreuses victimes parmi les larves de poissons et de crustacés. Le fond des mers était également occupé par des brachiopodes, ces animaux se nourrissant de particules en suspension et dont le corps était abrité dans une coquille bivalve. Généralement, ils se fixaient sur une surface au fond de la mer ou sur un autre organisme plus grand à l'aide de leur pédoncule, cet organe cylindrique et flexible. Le Micromitra burgensensis était l'un de ces brachiopodes dont la taille maximale était de 10 mm. Son nom vient du grec et signifie « petit turban ». Il était le plus équipé des brachiopodes découverts sur le site de Burgess. Il possédait une coquille minéralisée. Celle-ci était ornée de stries d'accroissement prononcées
et de fines lignes surélevées rayonnant sur l'intégralité de la coquille en partant de la charnière, créant des motifs sous forme de petits losanges sur le dessus. Ses valves étaient subcirculaires, tandis que sa charnière était pratiquement étroite. Ce spécimen était également paré de longues et minces soies qui s'étendaient longuement au-delà des marges de sa coquille. Celles-ci étaient attachées à la bordure du manteau, le long des valves dorsales et ventrales. Certains de ces spécimens ont été retrouvés fossilisés, tout en étant attachés aux spicules d'une variété d'éponges, l'éponge piranha, confirmant ainsi son mode de vie benthique. Dans les eaux de cet océan, des animaux nageaient activement. C'était notamment le cas des cordes, ces animaux qui possédaient une corde dorsale ainsi qu'une moelle épinière dorsale. Le Pikaia gracilien est l'un des fossiles retrouvés dans les schistes de Burgess, qui représente sans doute la forme la plus primitive des cordées. Cet ancêtre des vertébrés n'avait alors que l'aspect d'un ver. Pourtant, il a été démontré que cet animal était muni de myomères, ces muscles propres aux vertébrés. Il mesurait environ 5 cm de longueur. Son corps allongé, dont la région antérieure portait la tête, lui donnait des allures d'anguille. Son corps, aplati sur les côtés, laisse penser qu'il possédait une nageoire ventrale, située vers l'arrière. Bien que cet animal passât beaucoup de temps sur les fonds marins en quête de nourriture, cherchant des matières organiques telles que des escargots ou des oursins, il pouvait probablement nager à sa guise. Parmi les arthropodes, l'un d'eux possédait 2 yeux pédonculés. Voici le Sydneya. D'une taille maximale de 160 mm, il présentait un bouclier céphalique convexe, court, mais large et subrectangulaire en vue frontale. Les 2 coins latéraux présentaient une entaille permettant le passage de chaque côté d'une antenne et d'un pédoncule oculaire. Ces 2 yeux hémisphériques et très réfléchissants pointaient au-dessus et en arrière de chaque antenne. Son thorax était composé de 9 segments, ceux du milieu étant plus larges. Les 4 premiers segments thoraciques étaient le siège d'appendice doté d'une base importante et de 8 autres, plus légers et se terminant en pinces acérées. Les 5 segments thoraciques suivants possédaient des appendices identiques, mais ceux-ci étaient associés à des rameaux de filaments, formant ce qui pourrait être décrit comme une aile. Enfin, son abdomen était composé de 3 segments bien plus fins et se terminait par un telson triangulaire, accompagné d'une paire de larges palettes articulées, constituant ainsi un éventail caudal. Ce carnivore nageait et marchait sur le plancher des fonds marins à l'aide de ses 4 paires antérieures d'appendices thoraciques, tandis que les rameaux de filaments de ses 5 paires postérieures lui permettaient de se propulser dans la colonne d'eau. Ces mêmes filaments pourraient même avoir participé à la respiration de cet animal, jouant le rôle de branchies. Ces coxas basales épineuses l'aidaient à broyer les aliments et à les acheminer jusqu'à sa bouche. Ses yeux et ses antennes l'aidaient à se déplacer au-dessus de planchers sous-marins pour rechercher ses proies qu'il devait saisir puis écraser à l'aide de ses appendices antérieurs. Un autre arthropode primitif possédait non pas 2, mais 5 yeux. Il s'agit de l'Opabinia regalis. Du fait de sa morphologie singulière, comprenant notamment une étrange trompe frontale, il est l'un des fossiles emblématiques de la faune de Burgess. Son corps, dont la taille maximale était de 10,1 cm, comportait des branchies et des lobes latéraux répétés en série, ainsi qu'un éventail caudal aux proportions généreuses. Son corps complet et mesuré sans sa trompe, autrement dit sa proboscide, atteignait entre 4,3 et 7 cm. Sur la marge antérieure de sa tête arrondie, on dénombrait 5 yeux proéminents. Ils avaient la forme de bulbes surmontant de courts pédoncules. Sa trompe, d'aspect annelé, faisait 4 fois la taille de sa tête.
extrêmement flexible. Elle se terminait par une paire de pinces opposées, chacune munie de 5 ou 6 épines. La bouche ventrale, quant à elle, était orientée vers l'arrière. Son tronc était composé de 15 segments accueillant chacun une paire de lobes latéraux, portant eux-mêmes des structures branchiales sous la forme de lamelles. Son tronc était succédé d'un éventail caudal comportant 3 paires de nageoires orientées vers le haut. Cet animal carnivore nageait donc grâce aux vagues d'ondulation produites par ses lobes latéraux qui lui servaient de propulseurs. Son éventail caudal, tel un gouvernail, l'aidait à se diriger dans la colonne d'eau. Sa trompe flexible et sa paire de pinces distales lui étaient précieuses pour attraper les aliments mous et les mener à sa bouche ventrale. Les fonds marins étaient certainement colorés grâce aux échinodermes. Ceux-ci forment un groupe d'organismes distincts se caractérisant par un squelette minéralisé formé de plusieurs éléments présentant une symétrie pentamère. Cette structure, nous la retrouvons aujourd'hui chez les étoiles de mer, dont le corps contient 5 parties identiques, rayonnant à partir d'un point central. Bien sûr, des mollusques en nombre servaient de nourriture aux animaux carnivores. Parmi les 5 espèces découvertes dans les schistes de Burgess, une seule était dotée d'une coquille minéralisée, la Sénélia. Les éponges peuplaient également le fond de l'océan. Ces dernières font partie des animaux les plus primitifs que les océans aient connus. Leur corps ne possédait pas véritablement de tissu. Nombre de ces espèces étaient munies d'un squelette constitué d'un maillage de fins bâtonnets minéraux que l'on surnomme les spicules. Ces démosponges étaient des organismes benthiques filtreurs. Elles font donc partie de l'embranchement des porifères. Des spécimens de plusieurs espèces du genre Voxia ont été retrouvés dans les schistes de Burgess, dont la Voxia grandsilenta. Cette éponge, très présente sur ce site, mesurait au maximum 8 cm. De forme simple et non ramifiée, ou de structure plus complexe, chacune de ces branches était quasi cylindrique, formant un cône très accentué avec une cavité centrale simple à ouverture concave ou plate. Pour se nourrir, ces créatures sessiles n'avaient d'autre moyen que de filtrer continuellement l'eau dans les canaux de leurs parois, afin de retenir les particules de matière organique alors présentes. D'autres espèces, qui présentaient des variations des éléments du squelette et de la forme des branches, étaient également très répandues, comme la Voxia belluta ou encore la Voxia dansa. Celle-ci pouvait atteindre jusqu'à 15 cm de hauteur. Ancrées au fond marin, elles offraient un abri parfait à la faune épibenthique, dont le lieu de vie était essentiellement le fond marin. Mais l'éponge la plus connue des schistes de Burgess était sans nul doute l'Azelia palmata. Celle-ci est assignée au groupe supérieur des démosponges, de l'ordre Monaxodina. Le genre Azelia est très diversifié. Il comprend des espèces de morphologie variée. Certaines étaient de grande taille et cupuliformes, dont l'Azelia palmata, l'Azelia crateria ou encore l'Azelia luteria. D'autres étaient plutôt allongées et coniques, comme l'Azelia conferta, l'Azelia grandis et l'Azelia obscura. Il existait de plus des espèces particulièrement ramifiées, comme l'Azelia delicatula ou d'autres sous forme de nodules ou de lobes, à savoir l'Azelia lobata et l'Azelia nodulifera. Cependant, malgré une importante diversité de leur forme générale, ces espèces avaient toutes la même microstructure. Elles possédaient des parois minces et étaient composées de petits spicules rassemblés en groupes denses dans une structure maillée qui s'ouvrait vers l'extérieur. L'Azelia palmata, qui mesurait jusqu'à 15 cm, se distinguait par sa forme ouverte en bouclier et ses nombreux faisceaux de spicules rayonnants et proéminents.
Parmi les arthropodes qui s'activaient sur les fonds marins auprès de ces éponges, on a également identifié le Naraoya, qui est souvent comparé au trilobite. Cet animal marin, de tout au plus 4 cm, possédait 2 boucliers dorsaux ovoïdes, avec une région axiale convexe. Il était donc muni d'un bouclier céphalique et d'un bouclier allongé, protégeant le reste de son corps. De son bouclier antérieur dépassaient 2 longues antennes articulées. À l'arrière de ces dernières, on dénombrait 4 paires d'appendices céphaliques et 14 autres paires situées au niveau du tronc. Chacun de ces appendices était segmenté et biramé. Une partie constituait la branche locomotrice, divisée en 7 segments et de ce fait parfaitement adaptée à la marche. L'autre partie était une branche filamenteuse, constituée d'une fine hampe d'où partaient de nombreuses lamelles. Ces appendices se terminaient par une grande plaque épineuse. Le Naraoya, grâce à ses antennes, qui étaient probablement sensorielles, repérait sa nourriture qui l'amenait à sa bouche à l'aide de la plaque épineuse située à la base de ses appendices. Il pouvait cependant s'octroyer de courtes périodes de nage à l'aide de ses branchies filamenteuses qui le propulsaient dans l'environnement aquatique. Si ce carnivore avéré était un charognard, voire un prédateur, les cicatrices retrouvées sur la carapace de certains spécimens prouvent qu'il devait également subir les attaques de prédateurs de plus grande taille. Enfin, un carnivore muni d'une carapace tubulaire complète la liste des arthropodes. Voici l'Odaraya alata. La majeure partie du corps de cet animal était enveloppée par une imposante carapace, dont la ligne médiane était visible le long de la ligne médiane dorsale. Ces 2 valves unies sur la partie ventrale rendent ce spécimen très particulier, sa carapace formant ainsi un tube ouvert à l'avant et à l'arrière de l'animal. Sa tête, qui dépassait du tube, présentait une petite plaque antérieure, qui était le siège de grands yeux sphériques, surmontant de courts pédoncules. Son corps comptait environ 47 segments, chacun doté d'une paire d'appendices. Ceux des 2 premiers segments se présentaient sous la forme de minces branches segmentées et adaptées à la marche. Les autres appendices étaient biramés et se divisaient en une branche interne dotée d'une grande épine basale ramifiée, ainsi qu'en branche externe porteuse de lamelles filamenteuses. Sa queue, ou telson, était composée de 3 ailerons qui s'étendaient latéralement et verticalement. Les appendices ventraux de ce prédateur, bloqués par sa carapace tubulaire, lui auront probablement rendu difficile la marche sur le lit marin. Pour autant, l'Odaraya était un animal mobile. Il nageait plausiblement dans la colonne d'eau grâce à l'ondulation des branches internes et de ses appendices biramés. Tel un tuyau d'aspiration, il devait filtrer les organismes aquatiques qui entraient à l'avant puis ressortaient à l'arrière de sa carapace. Son grand telson, très utile lors de ses déplacements, l'aidait à se diriger et pourquoi pas à gérer le roulis ou le freinage lors de ses moments de nage. Comme tu peux le constater, la vie grouillait dans ce paléo-océan, même si les monstres marins n'étaient alors que de petite taille. À l'époque zoologique, l'explosion cambrienne a permis de diversifier comme jamais auparavant les espèces animales. Mais surtout, elle marque l'émergence des écosystèmes modernes. La biodiversité de la vie marine durant le Cambrien est également parfaitement illustrée dans une région du sud-ouest de la Chine. Divers sites de Shangyan, situés dans la province de Yunnan, sont réputés pour la qualité de conservation des fossiles découverts, y compris de leurs parties molles. La faune de Shenyang apparaît après celle dite à petite coquille qui a marqué le début de la période du Cambrien.
De nouvelles formes de vie ont fait leur apparition à ce moment-là, il y a quelques 520 millions d'années. L'un des sites, la colline de Mao Tianshan, est d'ailleurs classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. C'est sur cette colline que ce Lagerstätte a été découvert par le docteur Chiang Guang-Hu de l'Institut de Nanjing de géologie et de paléontologie en 1984. Les fossiles de Shenyang regroupent 16 phyla, plus de 170 genres et plus de 200 espèces différentes. Il marque la première apparition de la majorité des phyla d'animaux existants durant le Phanérozoïque, dont beaucoup peuplent encore notre planète. Ainsi ont été retrouvés les premiers spécimens d'algues, d'éponges, de brachiopodes, d'arthropodes, de chordés ou encore d'échinodermes. Mais cette longue liste ne s'arrête pas là. La Lucigenia fait partie des spécimens les plus étudiés. Cet animal, alors considéré comme un ver polychète du genre Canadia, a été extrêmement bien conservé, offrant aux experts de précieux détails anatomiques le concernant. Il présentait une tête de forme ovale, rattachée à son corps cylindrique par une constriction lui conférant ainsi un cou. Mesurant 22 mm de longueur, il possédait 7 paires d'épines dorsales et 7 paires de pattes munies de petites griffes à leurs extrémités. Aujourd'hui, il est classé parmi les lobopodes. Parmi les habitants les plus populaires de la faune de Shenyang, on retrouve un arthropode en nombre, dont certains spécimens présentent un excellent état de conservation. Il s'agit du Leancholia illecebrosa. On le reconnaît à son corps allongé et segmenté, à ses appendices biramés, mais surtout à ses 2 grands appendices situés au niveau de la tête, portant chacun 3 flagelles aussi longs que le corps d'environ 2 cm. Un autre animal commun a révélé de nombreux détails anatomiques le concernant. Il s'agit d'Ehrlichia intermedia, un trilobite qui a dévoilé de fines antennes uniramées à l'avant de la tête, de grands yeux en forme de croissant encadrant une zone arrondie et prolongée par 2 longues épines. Quant à sa partie postérieure, elle se terminait par une longue queue ressemblant à une épine. Mais le plus célèbre des fossiles de la faune de Shenyang est incontestablement le Milocomingia fengyaya. Il représente le plus ancien vertébré connu. D'environ 2 cm de longueur, c'est donc un poisson primitif, de petite taille. Sa tête était distincte de son tronc. Elle possédait 5 à 6 branchies. Son tronc était muni d'une dorsale et d'une ventrale, probablement jumelées. Au niveau de son thorax, on retrouvait 25 segments en forme de V, la pointe tournée vers l'arrière. Si l'emplacement de sa bouche n'est pas encore clairement établi, il possédait néanmoins un pharynx, ainsi qu'un tube digestif qui se prolongeait jusqu'à l'extrémité de sa queue. Une autre espèce se démarque dans la faune de Shenyang, cette fois par sa taille. Il s'agit de l'Anomalocaris saron. Ce prédateur de la famille aujourd'hui disparue des Anomalocarididae, également connu sous le nom d'étrange crevette, pouvait mesurer plus d'1 mètre de longueur, ce qui est tout à fait exceptionnel et même spectaculaire pour cette période de l'histoire animale. Sa partie antérieure était affublée d'une paire de grands appendices préhenseurs, segmentés et bordés d'épines. Sa tête était surmontée de 2 gros yeux pédonculés, tandis que sa face inférieure accueillait une bouche annelée caractéristique. Son corps segmenté, composé de 11 paires de lobes, en faisait probablement un très bon nageur. Ainsi équipé, il ne devait avoir aucune difficulté à se nourrir, sans doute de trilobites qu'il chassait d'un œil aiguisé. Dans cet écosystème complexe, les scientifiques ont déduit que plus de 55% des espèces étaient représentées par des arthropodes.
10% étaient des éponges. Par ailleurs, plus de 10% sont toujours de formes incertaines. La majorité de la faune vivait sur le fond de l'océan. En effet, peu des spécimens que nous venons d'observer étaient pélagiques, leur structure n'étant pas dotée d'éléments les disposant à pratiquer la nage, même passive. Les modes d'alimentation étaient également variés. On retrouvait ainsi des organismes filtreurs et des prédateurs redoutables. Si certains de ces animaux se contentaient de charogner quelques menues trouvailles dans les sédiments, d'autres pratiquaient bel et bien la chasse active. Sur le site de Shenyang, l'explosion cambrienne est tout sauf une légende. La diversification de la vie y est bien représentée, notamment avec l'apparition de nombreux phyla encore inexistants jusqu'alors. Si au sein d'un même phylum, on a pu constater l'émergence de nombreux descendants, certains d'entre eux ont perduré, tandis que d'autres se sont éteints dans les temps géologiques suivants. Quoi qu'il en soit, cette période a bien été témoin de l'éclosion de toutes les formes complexes de la vie animale, telle que nous la connaissons encore à ce jour. Durant l'ère du Cambrien inférieur, soit au cours des 2 premières séries composées par le Terre-Neuvien et la série 2, une courte période s'est démarquée, donnant naissance à la faune domotienne, qui doit son nom à la ville de Tomot, en Sibérie. Celle-ci a fait son apparition durant l'explosion cambrienne, il y a 530 millions d'années, mais n'aura duré que quelques millions d'années seulement. Pourtant, tout comme la faune d'Ediacara, elle est pareillement reconnue un peu partout sur la Terre. La faune tomotienne est également souvent nommée la faune à petites coquilles, et pour cause. Si elle contient certains organismes d'aspect moderne pour l'époque, la plupart de ses représentants sont formés de minuscules lames, tubes, aiguilles, calottes ou coupoles. Pour les paléontologues, la nature de cette faune à petites coquilles demeure mystérieuse. S'agit-il de simples fragments épars des tout premiers types de coquilles de constitution encore imparfaite d'organismes non reconnaissables? S'agit-il de vestiges de morceaux de coquilles qui recouvraient des animaux déjà connus, mais non identifiés, dont l'élaboration se serait améliorée au fil du temps? Ou bien ces étranges trouvailles correspondent-elles à des organismes uniques en leur genre qui seraient apparus précocement avant de disparaître spontanément? Jusqu'à récemment, la faune tomotienne était considérée comme la première faune dotée de parties dures. Mais de récentes découvertes d'organismes à squelettes minéralisés ont démontré l'inverse, ces derniers se trouvant dans les couches stratifiées de la fin du Précambrien et du début de Cambrien. Quoi qu'il en soit, la faune tomotienne est également importante pour une autre raison. Elle marque l'apparition d'un groupe d'organismes appartenant très probablement à l'embranchement Porifera, celui des éponges, les archaéocyates. Bien que l'existence de cet embranchement ait disparu à la fin du Cambrien, les archaéocyates ont été les tout premiers bioconstructeurs en association avec les calcimicrobes, ces communautés microbiennes calcifiantes. Elles pouvaient générer des masses organiques pouvant mesurer de 1 à 2 mètres de hauteur et quelques mètres de diamètre. Ces éponges calcifiées devaient alors orner les fonds marins comme jamais auparavant. Ces organismes massifs sont donc les précurseurs de l'écosystème récifal complexe, qui a pu se développer quelques millions d'années plus tard, vers la fin de la période de l'Ordovicien. De la faune tomotienne, en revanche, il ne nous reste aujourd'hui comme rescapés que la catégorie des éponges. Si des organismes ont pu se développer avec une telle ampleur durant le Cambrien, ils ne sont pas les seuls. Nous avons déjà observé précédemment un superprédateur connu sous le nom d'Anomalocaris. Cette étrange crevette, extraordinairement grande, faisait parfois plus d'1 mètre de longueur.
n'était pas la seule à faire régner la terreur dans les fonds marins de l'océan. Une récente découverte, dont l'étude a été publiée en juin 2022, mentionne l'existence d'un autre arthropode géant, appartenant au groupe des radiodontes. Voici le Titanocoris gainesi. Ces restes viennent d'être retrouvés dans la formation fossile des schistes de Burgess Shale, dans le parc national Kootenay, en Colombie-Britannique. Son nom, qui fait référence au mot « titan », est suffisamment explicite et témoigne de la taille exceptionnelle de cet animal. Le suffixe choisi, en l'occurrence coris, signifie casque en grec. La dimension de cet animal, d'environ 1 demi-mètre de longueur, est absolument époustouflante à cette période de l'histoire animale. Si aujourd'hui elle peut paraître quasi insignifiante, il faut se rappeler qu'à la même période, la grande majorité des êtres vivants ne dépassait pas 1/5 de cette taille, excepté l'Anomalocaris saron que nous avons rencontré précédemment. À l'instar de ses cousins urdidés, qui constituent un sous-groupe de radiodontes, le Titanocoris gainesi se caractérisait par une tête exceptionnellement longue, recouverte d'une carapace en 3 parties de formes multiples. La tête de ce spécimen était si démesurément allongée par rapport au reste du corps que certains font référence à une tête nageuse. Sa bouche avait la forme d'un cône, composé de plusieurs plaques rayonnantes garnies de dents. Des yeux à tige, composés de plusieurs facettes, surmontaient sa bouche. Une paire de longs appendices frontaux se terminant par des griffes et dirigés vers l'arrière longeait sa tête. Enfin, son tronc, composé de multiples volets qui devaient certainement lui faciliter la nage, supportait des branchies et se terminait par une épine antérieure. Ce colosse, dont la carapace extérieure était plus large et moins épaisse que celle du radiodonte moyen, devait nager à proximité du fond sous-marin. Adapté à la vie près du sol, il était très probablement l'un des plus dangereux prédateurs que les océans pouvaient compter durant l'ère cambrienne. En revanche, les radiodontes de plus petite taille, bien que présentant des caractéristiques physiques similaires, étaient des organismes filtreurs. Ceci explique probablement la cohabitation possible entre ces deux variétés de radiodontes, le Titanocoris gainesi préférant certainement dévorer des proies de plus grande taille que ses cousins. L'étude de faunes exceptionnelles telles que celle de Changqiang ou de Burgess et de bien d'autres permet, grâce à des données paléontologiques abondantes, d'affirmer qu'un écosystème marin complexe est nouvellement apparu au début du Cambrien. Si le monde animal précédant l'explosion cambrienne était déjà très diversifié, comprenant plusieurs phylums ayant chacun des stratégies d'exploitation du milieu variées, l'organisation anatomique des spécimens était encore relativement simple. Durant le Cambrien, on assiste non seulement à une prolifération encore jamais égalée d'organismes vivants, mais surtout à l'émergence de nouvelles formations anatomiques et fonctionnelles bien plus complexes qu'elles ne l'ont jamais été auparavant. D'un point de vue sensoriel, l'évolution est marquée par l'apparition d'organes oculaires et d'antennes. Les organismes se dotent de dispositifs branchiaux et d'un appareil circulatoire démontrant qu'ils étaient munis d'un appareil respiratoire. Sur le plan alimentaire, on voit surgir des systèmes digestifs complexes. Certains animaux possédaient des systèmes de capture de particules alimentaires, voire, pour les prédateurs, d'organes préhensiles. Enfin, sur le plan locomoteur, des appendices plus ou moins nombreux et des organes de flottaison ont également fait leur apparition. On ne peut oublier l'apparition des appendices proéminents constatés chez les arthropodes, dont certains sont à l'origine de groupes tels que ceux des crustacés.
Ces nouvelles particularités anatomiques s'accompagnent d'une complexité de plus en plus forte de l'écosystème marin. Les animaux ne sont plus de simples organismes unicellulaires, comme les prokaryotes ou les eucaryotes, voire multicellulaires, comme certaines myxobactéries. Ils sont à présent dotés d'organes variés et particuliers, en fonction de leur appartenance à tel ou tel phylum. Le fait de découvrir des organismes de conception différente indique l'existence d'une chaîne alimentaire déjà extrêmement structurée. On retrouve effectivement des vers priapuliens à l'intérieur du sédiment, de nombreux arthropodes qui vivaient sur le fond marin, voire des prédateurs nageurs tels le redoutable Anomalocaris. Mais l'autonomie de ces organismes, miraculeusement conservés dans les fossiles, n'est pas la seule piste qui permet d'en apprendre un peu plus sur ces animaux nouvellement apparus. Dans quelques gisements, les scientifiques ont pu analyser les contenus stomacaux et les coprolites de certains spécimens. L'observation des aliments fossilisés dans l'estomac, voire des excréments encore présents dans les intestins, a permis d'apporter des indications relativement précises sur le régime alimentaire de certains d'entre eux. Ainsi, il a été possible d'établir que certaines espèces se nourrissaient d'autres variétés animales. Ces contenus stomacaux apportent la preuve directe des interactions animales au sein de cette chaîne alimentaire. Dans les schistes de Burgess, plusieurs éléments organiques et squelettiques ont été retrouvés, conservés à l'intérieur de l'estomac ou de l'intestin de certains animaux étudiés. Le ver priapulien Othoia semblait se nourrir de hyolites, ces énigmatiques organismes à coquilles en forme de cornet. Plusieurs coquilles alignées ont été identifiées, alignées dans son tube digestif. L'arthropode Sydneya, quant à lui, avait une alimentation variée. De nombreux fragments d'hyolites, de trilobites et de pradorides, ces petits arthropodes bivalves ont été retrouvés dans le tube digestif de ce prédateur carnivore qui mesurait entre 5 et 16 cm. Mais les scientifiques ne se sont pas contentés d'observer le tube digestif de certaines espèces. Parmi les fossiles examinés, certains pourraient être des coprolites. Ces potentiels excréments fossiles se présentent sous différentes formes. Certains, elliptiques et composés d'agrégats d'éléments squelettiques, appartiennent à la faune de Shenyang. Ils s'avèrent contenir en majorité des fragments de waptides et de bradorides, ces petits arthropodes bivalves qui peuplaient les fonds marins. Il s'agit probablement d'excréments produits par l'un des plus grands prédateurs, tels que l'Anomalocaris, qui mesurait, rappelons-nous, presque 1 mètre de longueur. D'autres amas découverts sous la forme d'un ruban et constitués quasi uniquement de hyolites sont sans doute les restes de vers priapuliens carnivores. Ces observations permettent d'affirmer que les prédateurs endobenthiques, comme les priapuliens, n'étaient pas les seuls à exploiter l'interface eau-sédiment. Les arthropodes, qui se déplaçaient sur le fond, et les Anomalocaridides, qui eux se déplaçaient dans la colonne d'eau, avaient les mêmes terrains de chasse. Par ailleurs, des traces d'attaque et de perforation ont été repérées sur la carapace de certains trilobites. Sûrement infligées par les Anomalocaridides, elles témoignent de l'atmosphère sanguinaire qui régnait dans les fonds marins. Des fractures et des traces de régénération certainement dues à la prédation ont également été notées sur les coquilles d'un mollusque du Cambrien inférieur d'Australie, le Marotella. Ces petits organismes à exosquelette biominéralisé étaient donc pareillement soumis à cette prédation constante.
Ainsi, le Cambrien est marqué par l'apparition des premiers écosystèmes à structure trophique complexe, notamment dans la sphère animale. Les interactions biologiques, par exemple la relation prédateur-proie, sont évidentes. On note l'occupation de nouvelles niches écologiques, aussi bien benthiques que pélagiques, par des prédateurs variés qui s'avèrent être nécrophages, détritivores ou suspensivores. Si le domaine pélagique n'est probablement pas intégralement occupé par les espèces nageuses durant le Cambrien inférieur, la concentration animale dans les milieux hyperbenthiques proches du fond est flagrante. Elle est très certainement la première étape ayant permis la colonisation de la colonne d'eau, puis la survenue de chaînes alimentaires pélagiques. Mais quels ont été les facteurs déclenchants d'une telle évolution ? La mise en place de cet écosystème entièrement nouveau repose sur l'apparition de plusieurs innovations et événements décisifs. À des stades précoces de l'évolution des métazoaires, le climat, la chimie de l'eau et l'oxygène ont très probablement été des facteurs environnementaux très importants. Mais l'acquisition par certaines espèces d'un système nerveux plus complexe, d'organes visuels inédits et d'une meilleure motricité aura assurément permis l'introduction de nouvelles pressions sélectives comme la prédation. La théorie du light switch suggère que l'introduction de la vision dans les communautés aquatiques du Cambrien précoce serait le principal élément déclencheur de ce renouvellement écologique. Cet élément aurait engendré un mode en tout point novateur d'interaction animale et aurait déclenché une prédation active. S'en serait ensuivi une cascade d'effets de rétroaction comme des réponses défensives de certaines proies, avec l'apparition d'exosquelettes, de la biominéralisation et même de nouveaux comportements. D'autres hypothèses ont suggéré que des changements majeurs dans la composition du phytoplancton auraient eu lieu durant la transition du précambrien au cambrien, permettant ainsi une explosion du rayonnement animal. Une augmentation de l'oxygène atmosphérique pourrait également avoir rendu possible l'évolution physique de grande taille, avec un métabolisme plus élevé. Toutefois, la biominéralisation animale qui a eu lieu à cette même période est l'événement le plus important qui ait été relevé. Ces répercussions sur le fonctionnement des premiers écosystèmes ne peuvent qu'avoir eu un impact extrêmement important. Si le développement de la vie a bien connu un essor encore jamais égalé durant la période du Cambrien, une première extinction a succédé à l'explosion cambrienne dont l'apogée semble culminer entre 520 et 540 millions d'années. Mais un fait marquant s'est produit il y a environ 485 millions d'années. En effet, les êtres multicellulaires ont subi durant cette première période de l'ère paléozoïque l'une des nombreuses crises biologiques qui toucheront toute forme de vie durant les périodes suivantes. Celle-ci a provoqué la disparition de plus de 85% des espèces de la biosphère. Que s'est-il donc passé sur la planète pour que la vie en soit autant impactée ? S'il est reconnu que 99% des espèces ayant existé sur notre planète ont fini par disparaître, la grande majorité d'entre elles se sont éteintes dans un processus d'extinction normale des espèces en lien avec une durée limitée de leur existence biologique. Mais concernant la période du Cambrien, il s'agit bien d'une disparition brutale de certaines espèces, comme de nombreuses autres qui vont ponctuer le développement de la vie sur Terre. Certains chercheurs suggèrent qu'au début du Cambrien moyen, le climat aurait subi des oscillations rapides entre le chaud et le froid. Ces changements climatiques auraient été si rapides que de nombreuses espèces n'auraient pas eu le temps de s'adapter et par conséquent de survivre. Un grand refroidissement global et des variations du niveau marin auraient modifié l'environnement terrestre, impactant considérablement les conditions de vie sur la planète.
Mais sur quoi s'appuie leur théorie? Des spécialistes en géosciences ont réussi à dater des laves de la province volcanique de Kalkarinji en Australie, ainsi que plus de 2 millions de kilomètres carrés de roches magmatiques situées dans le territoire du nord de l'Australie occidentale. Leurs conclusions attestent que ces émissions de lave, qui ont été émises très rapidement, ont eu lieu conjointement il y a environ 510 millions d'années. Ces événements correspondent bien avec l'extinction massive du début du Cambrien moyen. Par ailleurs, l'analyse chimique de ces basaltes montre qu'elles sont relativement pauvres en dioxyde de soufre. Or, à la suite d'une importante éruption volcanique, une augmentation du dioxyde de soufre dans l'atmosphère provoque indéniablement un refroidissement temporaire du climat. Y aurait-il eu une nouvelle période de glaciation qui, bien que moins importante que la glaciation Varanger, ayant mis fin à l'éon protérozoïque, aurait décimé une grande partie de la faune et de la flore naissante? Une autre hypothèse fait état d'océans et d'une atmosphère appauvrie en oxygène et enrichie en dioxyde de carbone. Cet effet de serre à l'échelle planétaire aurait provoqué un réchauffement climatique. Mais comment cet effet de serre a-t-il pu se produire? Avant l'explosion cambrienne, les fonds marins étaient recouverts de matière organique qui s'était accumulée au fil du temps, formant une couche épaisse et dense. Selon certains scientifiques, la survenue rapide de la faune du Cambrien aurait perturbé le tranquille équilibre de ces fonds marins. Les animaux, alors en grand nombre, auraient remué toutes ces couches organiques. En fragmentant et en décomposant la matière organique présente dans le sol, les vers et les arthropodes auraient enclenché un mécanisme qui consomme de l'oxygène et qui relâche du dioxyde de carbone. Ainsi, cette explosion de vie se serait quelque peu auto-sabotée, épuisant l'oxygène des océans, mais également de l'atmosphère. Les eaux devenues anoxiques auraient ainsi décimé de façon massive la faune du Cambrien, entraînant principalement l'extinction de nombreuses espèces de trilobites, alors très nombreux. Toutefois, des archives géologiques attestent que certaines espèces ont réussi à survivre, leur corps étant adapté à cet environnement à faible teneur en oxygène. Enfin, une cause extraterrestre, telle un impact de météorite ou l'explosion d'une étoile proche en supernova produisant un sursaut gamma de puissance mortelle, pourrait être l'ultime explication. En 10 secondes seulement, la couche d'ozone atmosphérique aurait été anéantie, ne protégeant plus le plancton océanique des rayons ultraviolets dévastateurs, celui-ci étant à l'origine des chaînes alimentaires alors en place. Après quoi, une nouvelle ère glaciaire se serait lentement instaurée, recouvrant le supercontinent Gondwana, situé au pôle sud, d'une immense calotte glaciaire. Le niveau des mers étant abaissé et la circulation océanique ralentie, une faible teneur en oxygène aurait donc entraîné des conditions de vie bien plus difficiles. L'ère cambrienne s'achève ainsi sur une disparition biologique massive, dénommée l'extinction du Cambrien ordovicien. Les animaux qui ont connu les réductions les plus importantes de leur nombre d'espèces sont principalement les brachiopodes, les conodontes et les trilobites. Mais comme à chaque événement de ce type, les espèces survivantes s'approprient les niches écologiques alors laissées vacantes. La nature fait preuve d'une résistance inattendue et malgré un environnement peu attrayant, la vie continue à se développer. Dans un océan bien plus calme, la vie reprend son cours. Les rescapés se multiplient et de nouvelles espèces apparaissent. À ce moment précis de son évolution,
La planète Terre semble alors en pleine gestation. La vie, qui a fait son apparition dans un milieu aquatique, gagnera-t-elle prochainement la terre ferme ? Si nous pouvons affirmer que ce sera bien le cas par la suite, cette évolution spectaculaire des espèces se développera-t-elle lors de la période suivante ? Pour l'heure, le Cambrien laisse place à la période de l'Ordovicien, cette nouvelle ère où se sont considérablement refroidis l'océan global et l'atmosphère terrestre.